À quoi va ressembler Marseille en 2030 et au-delà? C'est la question qu'on va poser à notre expert. Simon Davis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'AIA Environnement, un cabinet d'architectes qui est aussi bureau d'études, qui a beaucoup travaillé sur l'agglomération marseillaise. Mais tout Oui. d'abord, j'ai envie de vous dire, voilà, on sait qu'on doit construire demain une ville de plus en plus résiliente, notamment face aux défis du changement climatique. À quoi elle va ressembler cette ville? Il faut savoir que cette ville de 2030 et d'au-delà, elle est déjà construite à près de 90. Oui, Donc elle va ressembler au Marseille que l'on connaît, mais avec des interventions ciblées de manière à permettre une meilleure résilience au climat de demain. On parle du triplement des nuits tropicales à échéance 2050. ouais. Donc ça C'est-à-dire va des aller nuits très où la rapidement. température baisse pas en dessous de 30 degrés? Exactement. Pensez qu'on aura plus de 75 nuits tropicales par an à échéance 2030, mais là, dès cette année, enfin dès l'année dernière, plutôt, on en avait déjà 72. Donc on est même en avance sur le calendrier du dérèglement climatique. Comment on adapte justement la ville déjà? Parce que l'urgence, elle est là finalement. Je ne vais pas regarder devant, mais je vais plutôt regarder en arrière pour vous expliquer à quoi pourrait ressembler Marseille en 2030. En fait, quand on voit, revenons donc très en arrière, par exemple en 1834. Oui. Figurez-vous qu'on a eu cette année-là, un épisode caniculaire, extrêmement important. Parallèlement, on a eu des enjeux, d'épidémies, liés au choléra qui ont été, très fortes et là, le courage politique de l'époque a décrété qu'il fallait, un canal pour alimenter Marseille en eau, avec une volonté d'assainissement, mais aussi une volonté de fraîcheur. Il y a près de 300 fontaines qui ont été créées Mmh. et on a planté énormément d'arbres. Ça a permis d'adresser cet enjeu de santé publique majeur et on a planté abondamment le long de corridors de fraîcheur. Malheureusement, le XXe siècle est passé par là et Et on a tout Marseille a rebétonné? perdu 50 Ouais. à 60 de son patrimoine arboré depuis 1910. Marseille 2030, c'est peut-être un Marseille 1910 avec cette fraîcheur et bien sûr avec la modernité d'aujourd'hui, hein. On saura trouver les dispositifs architecturaux et urbains, mais c'est intéressant de voir que c'est finalement une forme de retour aux sources Oui. et que interroger la question de la fraîcheur, c'est aussi interroger le patrimoine de notre belle ville. Un bel exemple de bétonisation, Oui. mais qu'on pourrait, faire revivre, pourquoi Mm. pas, et revégétaliser. C'est le parc Chano, en plein cœur de Marseille, qui n'a de parc finalement que non, c'est très bétonné. Aujourd'hui, il est imperméabilisé à 95. Et quand on regarde une vue aérienne de l'année 1950, on voit qu'à l'époque, on avait près de 1000 arbres dans ce parc. L'enjeu, là, on intervient actuellement en tant que paysagiste et urbaniste sur ce secteur, c'est justement de renaturer ce site pour en faire un refuge climatique pour l'ensemble des voisins, l'ensemble des riverains sur ce quartier. Ouais. Ça peut aller assez vite, c'est-à-dire qu'en 3 ans de travaux, on arrive à multiplier par 10 la biodiversité et la fraîcheur sur ce secteur qui aujourd'hui, lorsqu'on a un épisode caniculaire, peut monter à 55 degrés de température de surface. Ouais, voilà, qui est plutôt un parc des expositions Ouais. effectivement, aujourd'hui. Autre exemple, l'hôpital Saint-Joseph sur lequel, vous vous penchez actuellement. Oui, tout à fait. Alors, l'hôpital Saint-Joseph, on accompagne une réflexion à l'échelle urbaine depuis 2018 sur ce sujet. Et là, on est vraiment dans la ville existante, la ville dense, avec tout le centre hospitalier et ses différents corps de bâti. Et là, plutôt que de dessiner un énorme parc au milieu, finalement, voilà, on va pas, enfin, il faut la continuité de service en hospitalier. Donc là, on s'est attaché plutôt à cartographier le patrimoine d'ambiance et le patrimoine fraîcheur du projet. Et en fait, on a découvert que par la morphologie du site, par les ombres portées, on avait énormément d'espaces plutôt frais, plutôt bien orientés, qui permettaient d'accueillir des usages extérieurs, mais qui étaient complètement sous-exploités. D'accord. Et donc, ce patrimoine immatériel du site, ce patrimoine climatique, juste l'investir, c'est déjà un acte de résilience climatique assez intéressant. Vous avez dit, 90 de la ville, elle est déjà là. Oui. Est-ce que, par rapport à ces exemples, on peut Mmh. déjà cartographier, avoir une idée assez précise des zones qu'on pourrait revégétaliser, où il y aurait, Mmh. voilà, ces îlots de fraîcheur à créer? Aujourd'hui, on a tous les outils d'ingénierie et de mesure pour inventorier les zones les plus sensibles en termes d'îlots de chaleur urbain. Alors l'îlot de chaleur urbain, c'est vraiment cette caractéristique de la ville qui capte la chaleur et qui la restitue la nuit. Oui, Et donc ça devient assez invivable dans le sens où si vous êtes une personne âgée ou un jeune enfant, vous allez avoir des troubles du sommeil, l'accélération de bien sûr. maladies chroniques par exemple. Et donc aujourd'hui, on a une capacité de les cartographier, ces zones-là qui sont particulièrement sensibles, et pourquoi pas de les superposer
aux zones les plus sensibles de la ville, à savoir par exemple les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les crèches, les groupes scolaires. Et donc si on identifie ces déserts végétaux à l'échelle de la ville, ça nous aide à intervenir de manière ciblée, parce que chacun devrait avoir à moins de 200 mètres de chez soi un refuge climatique de proximité. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Alors, on a parlé du végétal. Qu'en est-il de l'eau? Est-ce qu'on refait un canal? Est-ce qu'on rouvre les fontaines? Vous parliez de plusieurs centaines ou milliers de fontaines qu'il y avait auparavant. Non, mais c'est vrai que l'adaptation au changement climatique, vous avez raison de le souligner, c'est aussi la question de la pénurie de l'eau qui Oui. arrive avec une baisse de l'étiage là au niveau du prélèvement d'eau du canal actuel. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Et ça tombe bien parce que dans cette recherche là sur la fraîcheur, on se rend compte qu'on a des ressources insoupçonnées et fortement inexploitées chez nous. Bien sûr, si on récupère l'eau de pluie, ça marche, on va dire en Mmh. mi-saison, mais en été, pendant période sèche, c'est vite, rapidement difficile. Par contre, ce qu'on fait toujours en période de sécheresse, c'est prendre des douches, par exemple, et donc cette eau, qui regagne le silo, elle est assez peu souillée et donc on peut la traiter, écologiquement et la réutiliser. Et rendez-vous compte, avec juste une douche que vous prenez, vous pouvez à la fois alimenter l'ensemble de vos WC en eau non potable, C'est vrai. par exemple. Vous pouvez laver l'ensemble de votre copropriété avec, et vous pouvez encore arroser 60 mètres carrés d'espace vert public. Donc D'accord. vous avez un potentiel inexploité dans chacune de vos douches. Un sportif qui prend une douche, il peut permettre la pérennité de 60 mètres carrés d'espace vert. Ah bah Vous voilà, imaginez un peu ce potentiel. effectivement, en tout cas, les Il est solutions là le canal. exactes, ça fait un véritable canal, la douche demain peut-être comme solution Voilà, pour le canal rapporter de la des eaux fraîcheur. grises. Ouais. Merci Simon Davis, je rappelle que vous êtes Merci beaucoup. directeur de l'AI Environnement et à très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup.